Bienvenue en tout cas à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous dire si au niveau du son et de la caméra, tout fonctionne bien de votre côté. N'hésitez pas également à nous dire un petit bonjour dans le chat. Ça nous fera toujours plaisir. Je vois qu'on est déjà pas mal de connectés, donc ça c'est une super nouvelle. Nous en tout cas on est ravis aujourd'hui de pouvoir vous accueillir sur ce nouveau talk, nouveau sujet avec qui on a l'immense plaisir d'animer avec les équipes de Coban, que je vais laisser se présenter dans une petite minute. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, on va attendre une toute petite minute que tout le monde parvienne à se connecter. Mais en tout cas, nous, on est ravis de pouvoir vous accueillir. C'est vrai qu'on a à l'agence, en tout cas, on a à cœur de pouvoir transmettre et partager autour de nos expertises. Et ça, on le fait au travers de plein de contenus, des talks, des interviews, des revues sur le digital. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog certains de nos contenus. Tu peux passer la slide suivante. Et comme j'ai dit, on a vraiment l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabien et Léa avec nous. Et Fabien, je te laisse l'honneur de présenter en premier. Merci. Alors, bonjour à tous dans le chat. Je vois que ça fuse, donc c'est plutôt sympa. Effectivement, merci pour cette invitation à votre talk. Et c'est avec grand plaisir aussi qu'on participe sur ce sujet qui combine nos deux expertises. Alors, pour présenter rapidement, donc je suis Fabien et chez Coban, je m'occupe de la partie commerciale et développement. Donc, on interviendra sur une expertise spécifique. Bonjour à tous également. Moi, pour ma part, du coup, je suis Léa et chez Coban, je m'occupe de toute la partie marketing. Donc, dans les grandes lignes, c'est moi qui suis en charge d'acquérir des leads via le site et de les transformer après dans le CRM. Cyril, je prends le relais. Ouais. Merci. Moi, de mon côté, donc Cyril, moi, je suis côté limpide. J'ai un peu le même rôle que Fabien. Je travaille sur le business développement avec les sujets marketing, donc générer du contact, et les sujets commerciaux, vendre des projets. Et Christophe, je te passe la main. Ouais, et donc Christophe Cholel, et effectivement, moi aussi, je suis très content de pouvoir aujourd'hui animer un talk avec Coban. C'est depuis le début de notre rencontre, on a quelques atomes crochus avec Coban, et c'est vrai qu'il y a une complémentarité certaine sur nos activités. Donc c'est vraiment cool de pouvoir animer ce talk ensemble et pour pouvoir faire profiter de nos expertises au plus grand nombre. Et donc moi je suis Naomi et donc j'ai aussi le plaisir de travailler en collaboration avec Cyril et Christophe, et j'ai également l'immense plaisir d'organiser et d'animer ces événements. Tu peux passer la slide suivante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de Limpide et de qui on est. Limpide, donc nous on se définit comme créateur d'expériences sur le digital. On travaille essentiellement sur deux sujets, des sites web et des produits digitaux. Et tout ça, on le fait au travers d'une méthodologie en 4 étapes qui nous permet essentiellement deux choses, de délivrer de la performance et de s'assurer qu'on est toujours en phase avec les besoins et les usages des utilisateurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a à cœur vraiment de transmettre et de partager tout ce qu'on fait. C'est vrai que les métiers du digital, c'est énormément de choses, ça évolue beaucoup, et donc on a à cœur en tout cas de toujours pouvoir partager avec vous. Pour ça, on crée beaucoup de contenu, et c'est aussi ce qui nous a poussé à devenir organisme de formation il y a quelques temps. Donc, on forme pas sur tous les métiers du digital, mais en tout cas sur ceux qu'on maîtrise. Et on a aussi à cœur finalement d'avoir une portée peut-être un petit peu plus large que Limpide et l'agence, et c'est pour ça qu'on s'engage aussi dans des associations comme Wings of the Ocean, que vous pouvez voir à l'écran. Je vais également laisser Fabien présenter Coban. Merci Naomi. Alors, nous, de notre côté, Coban, on est un outil, donc on est un logiciel de gestion de la relation client. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près rien dit. Globalement, pour résumer, certaines personnes pourraient qualifier ça de CRM. Donc voilà, c'est vraiment ce type d'outil qu'on va développer. Mais on va le voir, on est un peu plus large que ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre à nos clients de gérer l'ensemble de leurs relations clients avec Coban. Donc, ça part de la génération de leads, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, jusqu'à le traitement commercial, la facturation, le suivi de la relation client.
et jusqu'à la fidélisation. Donc, nous, on est une société qui est basée en France, on est à côté de Lyon, 10 collaborateurs en interne et avec nos clients fidèles, on en a certains dans le chat, donc je les salue, puisque on a forcément échangé un moment ou un autre. Voilà de la côté présentation sur Coban. Ouais, et donc je vais bientôt passer la parole à Christophe. En attendant, donc aujourd'hui le sujet, on va parler captation lead, nurturing, comment on suit des leads une fois qu'on les a captés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, mais bien sûr on gardera 5-10 minutes après pour les personnes qui veulent approfondir certains sujets. Et Christophe, je te laisse la parole. Merci Naomi. Effectivement, alors on parlait tout à l'heure de complémentarité entre Coban et Limpide. Ça se matérialise assez facilement, vous allez le voir pendant le talk, mais c'est vraiment autour de comment on génère finalement du business, comment on capte des leads grâce au digital. Il y a plusieurs leviers qui vont être abordés pendant ce talk. Et côté Limpide, notre métier, c'est vraiment de créer des interfaces, des parcours utilisateurs avec toujours un objectif de performance derrière. Donc, c'est pouvoir identifier comment on arrive à capter et puis ensuite comment on traite finalement des leads de la meilleure des manières. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était commencer à exprimer un peu ce qu'était le concept de SXO. C'est un terme qui est devenu à la mode il y a 3 ans à peu près. SXO, ça sort sur le SEO. Beaucoup connaissaient déjà le SEO. Pourquoi un X vient s'interfacer là-dedans? Finalement, c'est une évolution plus qu'une révolution du SEO. Mais c'est un concept aujourd'hui que nous, on s'est approprié et sur lequel on travaille systématiquement sur tous nos projets, en tout cas de site web. On a toujours cette optique SXO pour pouvoir proposer une expérience qui soit la plus optimale possible. Donc finalement, on a voulu remonter un petit peu d'un étage et regarder, quand on parle de faire du business sur le digital, finalement, c'est aussi s'intéresser à son développement commercial. Et on s'est rendu compte, pour tous ceux qui font du business développement, du développement commercial, finalement, le développement commercial classique, il correspondait à peu près à ce qu'on vit aujourd'hui. On allait capter des leads en faisant du téléphone principalement ou en se déplacement sur des salons, en faisant de la relation presse, on était content, on avait des appels entrants. On prenait contact, on faisait des rendez-vous de prospection, on serrait des mains, on donnait des cartes de visite. Et puis, si ça fonctionnait bien, on convertissait en client et après, on faisait des réunions pour pouvoir savoir si le client était content, on essayait de lui vendre d'autres choses. Ça, c'était finalement le régime assez classique où les commerciaux étaient très orientés prospection sortante, donc on faisait du téléphone. Le digital, finalement, il a modifié les choses. Il a augmenté finalement cette expérience de développement commercial en ajoutant en amont une strate de génération de trafic. On a commencé à se dire, OK, on a un site web qui commence à être intéressant pour nous pour pouvoir travailler efficacement sur le web. Et finalement, ce site web, il va nous donner de la visibilité. Mais comment on fait pour être visible? Et c'est là où on va avoir les 2 items qu'on va aborder aujourd'hui, qui sont la visibilité Google et la performance du site web. Mais une fois qu'on a ces 2 éléments qui sont faits, c'est super. Si on n'est pas organisé pour pouvoir aller traiter l'information qu'on a captée, finalement, il y a une déperdition qui est extrêmement forte. Et c'est ce que vous voyez apparaître en bas, c'est toute la notion de CRM. Donc, on l'a synthétisé par le terme CRM, mais effectivement, c'est finalement toutes ces interactions que vous voyez sur l'ensemble des briques. Il faut pouvoir les suivre, les mesurer, les déclencher au bon moment. Et ça, on a beau avoir une super to-do list dans son ordi, concrètement, ça dépasse un peu les compétences humaines et le cerveau. Donc, c'est là où on a une intelligence aussi digitale avec des outils qui vont vous permettre de gérer la relation client de la manière la plus optimale possible. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui d'aborder. Et on va commencer par cette super définition du SXO, qui finalement est une addition assez classique, mais ouais, on reprend le SEO, on y ajoute de l'UX et on a ce concept de SXO. Et Cyril, si je ne me trompe pas, je te passe la parole.
Ouais, merci. Et donc du coup, le SXO, l'idée, c'est d'aller plus loin que le SEO et proposer une bonne expérience à l'arrivée du site pour convertir vos visiteurs en prospects. Et donc du coup, on va revenir sur l'historique du SEO donc slide suivante, pour vous montrer comment convertir l'utilisateur en client. Est-ce que tu peux avancer? Juste avant d'aborder la chronologie, c'est vrai qu'en fait, l'expérience utilisateur, on a souvent eu tendance à résumer ça à de l'ergonomie, à du parcours, à du clic. Et finalement, dans l'expérience, on s'est très rapidement rendu compte que ce qu'on vient chercher, c'est aussi du contenu. Et que ce contenu est tout autant important finalement que le parcours que vous allez proposer. Et c'est là où on se dit que l'expérience de qualité, elle doit associer un parcours qui soit fluide, optimal, mais aussi un contenu qui soit en phase avec les attentes de l'utilisateur que vous avez en face de vous. Ouais, cette expérience, elle démarre vraiment dès la réflexion. Donc, quand on a un besoin, premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'aller chercher sur Internet. On a orienté volontairement sur Google, puisque la stat qu'on voit en bas est assez parlante aujourd'hui. Sur Internet, tout passe par Google. Et en fait, quand on a un business, il faut savoir orienter ses forces. Donc forcément, c'est plus stratégique d'aller sur ce moteur de recherche-là. Et donc, l'historique de l'algorithme, donc hop là, voilà, slide suivante. Ici, on va revenir un peu sur l'historique. C'est vrai que nous, en tant qu'agence digitale, on a souvent des gens qui viennent nous voir en disant je veux être premier sur Google, je veux remonter avant mes concurrents, ou j'ai vu que tel concurrent, qui n'est direct ou indirect, était mieux positionné que moi. Comment je peux arriver à sa place? Et donc pour ça, il faut jouer avec l'algorithme. Et on est toujours dans une sorte de combat entre l'humain, donc le consultant, le responsable digital en interne, enfin voilà, la personne qui va gérer le site, et l'algorithme. Et en fait, quand on retrace l'historique, on peut comprendre la manière de bien se référencier. Tout a démarré en 2000, quand on a vu la naissance du PageRank. Donc là, c'est exactement ce que je viens de décrire. Un mot-clé qui vient référencer des pages sur Google. Donc, si je vends du conseil, taper conseil en digital et tomber sur mon site. Après, on voit que cet algorithme, il a évolué parce que Google s'est rendu compte que pas mal d'utilisateurs, enfin d'administrateurs de sites, faisaient de l'abus de mots-clés. Donc, par exemple, Limpide est une agence digitale. Sur une de mes pages, je vais mettre des dizaines ou des centaines de fois le mot agence digitale. Donc, on perd en qualité, mais du coup, Google s'en est rendu compte, et c'est en 2003 qu'on a corrigé ça. Ensuite, on a encore eu une évolution en 2004 avec la dimension locale. Et la dimension locale, elle est très importante dans un business, puisque on a certaines activités qui n'ont pas forcément de volonté d'être géolocalisées. Par exemple, Limpide, nous, on a des clients partout en France, Coban, vous aussi. Mais par contre, on a certaines dimensions qui sont beaucoup plus poussées. Par exemple, les restaurants. Aujourd'hui, un restaurant qui est basé à Lyon n'a aucun intérêt à ressortir dans les résultats de recherche de Marseille. Et ça, Google l'a bien compris, puisque là, on commence à avoir la philosophie, entre guillemets, de l'algorithme, qui est basée sur l'utilisateur. Donc, on arrive gentiment au SXO en 2004. Et ça, en 2011, ce virage, il s'accentue avec la prise en compte de l'ensemble des contenus. Donc, sur une page, on n'a pas seulement l'importance du texte, du mot-clé, mais aussi des images, des visuels, du poids de la page. Enfin, voilà. On commence à prendre avec Google Panda en 2011 l'ensemble de la dimension utilisateur, ce qui se pousse l'année suivante avec la version Pingu, qui pénalise les sites qui, encore une fois, ont un peu abusé de l'algorithme, qui ont décelé les rouages et ont récupéré du netlinking partout. Là, le netlinking, c'est un lien qui va renvoyer vers votre site. Typiquement, aujourd'hui, acheter des liens sur des bases de données, donc un site qui a des centaines de liens qui redirigent uniquement vers votre site, c'est mauvais, puisque depuis 2012, c'est pénalisé. Et donc forcément, cette dimension de qualité de référencement, elle rentre encore en compte, et elle va continuer avec la version
de 2015 qui prend en compte les usages. Voilà, 2015, on commence à rentrer dans l'ère du smartphone. Enfin, on commence vraiment à rentrer dans l'usage du smartphone. Et donc, forcément, Google prend en compte cette dimension-là, puisque, pour vous donner des stats, en moyenne, on est à peu près à moitié mobile, moitié desktop sur cette période-là. Et aujourd'hui, on est plus sur mobile que desktop. Donc, forcément, c'est important de le prendre en compte dans l'algorithme et dans la création de vos sites pour créer une expérience. Et donc, on voit qu'on arrive gentiment, avec l'algorithme de Google, à cette dimension utilisateur qui est vraiment qui est le moteur de l'expérience. Et là, Christophe, tu veux peut-être nous en parler. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a ramené du monde sur notre site pour comprendre l'utilisateur? Ouais, alors on voit déjà que le SEO, il a évolué, et il a évolué justement pour prendre en compte les besoins des utilisateurs. Donc petit à petit, on allait de plus en plus vers une recherche de qualité. Et on a commencé à évaluer les sites en fonction de la qualité de l'expérience qu'ils allaient proposer en termes de lecture de contenu. Google s'intéresse à ça, il a rajouté du visuel, il a rajouté un écosystème autour. Donc finalement, on voit bien que c'est l'utilisateur qui est le moteur de l'expérience, et que cet utilisateur, ça reste quelqu'un d'assez pluriel, qui est assez différent finalement en fonction de ce qu'il va rechercher, en fonction de ses humeurs, en fonction du moment de la journée, en fonction du fait qu'il soit dans les transports en commun ou à son bureau ou dans son canapé. On a toujours quelqu'un qui va être avec un comportement assez changeant. Et donc, ça va être intéressant d'aller cartographier finalement son humeur, ses émotions, ses habitudes, ses attentes, ses préférences, en fonction de différents moments de la journée et de différentes typologies. Et c'est là où l'utilisateur, on va commencer à le classer et on va commencer à essayer de comprendre ce qu'on va pouvoir lui apporter. Donc ça, c'est à peu près le mapping qu'on peut représenter. Et comment on fait finalement pour comprendre un utilisateur ? Nous, c'est la première étape de notre travail. Généralement, quand on va intervenir sur une problématique de site web, on va demander tout simplement, OK, quelle est votre cible ? Donc, généralement, on définit les cibles. Il y a deux grandes cibles, ce sont les prospects ou les candidats, et il faut pouvoir aller comprendre ces deux segments, par exemple. La première étape, c'est l'enquête de satisfaction. On peut l'appeler aussi interview. C'est aller à la rencontre des utilisateurs, soit via du questionnaire, soit via de l'interview en face à face. Et on va commencer à aller traiter de manière assez simple dans le dialogue, dans le questionnement. On va commencer à aller prendre le maximum d'informations possibles sur lui, ses attentes, sur ce qu'il vit aujourd'hui comme expérience quand il vient sur le site, ou ce qu'il aimerait vivre demain en venant sur un site que vous allez créer. La deuxième étape, ça va être de faire plutôt d'aller regarder ce qu'ils font concrètement quand ils sont sur les sites web. Et ça, c'est ultra intéressant. Donc, il y a plein de solutions. Là, on a noté Hotjar, vous avez Crazy Egg, enfin, vous en avez plein qui font ça. Ils vont vous permettre de traquer l'intégralité des parcours que vous allez avoir sur vos sites web. Bien sûr, tout ça, c'est anonymisé, c'est complètement conforme à la RGPD, mais ça vous donne des informations extrêmement intéressantes qui ne sont pas forcément décelables au clic. Pour les clics, c'est facile. Vous avez data Google Analytics ou n'importe quelle solution comme Matomo ou AT Internet, vous avez toutes les informations au clic. Mais en revanche, parfois, il y a des choses qui ne sont pas cliquables et qui vous apportent énormément d'informations. On a l'habitude de donner cette info. Par exemple, c'est les images qui sont non cliquables. On se rend souvent compte, en faisant des enregistrements, que des gens vont sur certaines images sur un site web, essayent de cliquer, c'est pas cliquable, ça casse le parcours. Et en fait, c'est un premier renseignement pour se dire, OK, à ce moment-là, qu'est-ce que l'utilisateur attendait ? Qu'est-ce que l'internaute voulait faire en cliquant ? Et finalement, vous posant cette question, vous pouvez prolonger un parcours et amener un peu plus d'efficacité et de performance dans la découverte. Une fois qu'on a fait les interviews et une analyse comportementale, la troisième étape, c'est le benchmark. C'est l'étude comparative. On pourrait même parler de veille. C'est-à-dire que on va pas créer des nouveaux usages juste pour s'amuser. On va plutôt aller s'inspirer de choses qui fonctionnent
pas forcément sur votre secteur, pas forcément chez des concurrents, pas forcément dans votre pays, mais des choses qui fonctionnent sur votre cible. C'est vraiment le leitmotiv, c'est penser l'utilisateur. Donc, à partir du moment où on identifie que votre cible, elle peut se retrouver sur un autre continent avec des similarités, et ben on va aller regarder les produits sur lesquels ils vont naviguer, les sites web sur lesquels ils vont aller. Et là, on va aller chercher les bonnes pratiques et on va essayer de transposer ça aux problématiques de nos clients. Donc, le benchmark, systématiquement, faites une liste de ce que vos utilisateurs aiment, ce qu'ils n'aiment pas, très important, ce qu'ils n'aiment pas, et allez regarder comment ça fonctionne. Cette activité-là, en tout cas, d'aller comparer, d'aller analyser d'autres sites, c'est ce qui vous donnera de la matière aussi demain. Et la dernière étape, alors ça, c'est généralement quand on a des problématiques à grande échelle en B2C, c'est toutes les observations ethno sur le terrain. Donc là, on va faire du focus group, on va aller rencontrer les gens, on va pas forcément, parfois on est derrière des glaces sans ça c'est assez drôle. Et on va pas forcément se déclarer en direct, mais on va plutôt regarder comment ils vont utiliser les choses. Donc on leur met les sites web sur un ordi devant eux, et puis on va regarder la façon dont ils vont naviguer. C'est extrêmement intéressant parce que là on a une vraie relation 3D avec eux, et on peut déceler pas mal de choses supplémentaires. Et après, si on souhaite, on a un casque, on peut leur poser des questions pendant leur navigation, et ça va nous permettre d'identifier là où on a des irritants, identifier là où il y a des points d'enchantement, et c'est ça finalement qui irrigue après notre conception. Donc, l'objectif qu'il faut se fixer quand on est en SXO, c'est clairement concevoir des contenus qui sont performants sur Google. Ça, voilà, la couche SEO, elle est extrêmement importante, mais il faut aussi qu'il soit pensé pour l'utilisateur. L'utilisateur aujourd'hui, il n'a pas forcément envie d'être devant un texte à trous où vous allez essayer de caler des mots-clés partout. Il a envie d'avoir une information qui soit accessible, qui lui parle, qui soit corresponde à la recherche qu'il a faite, et idéalement que vous soyez aussi un hub vers peut-être d'autres sites qui vont lui donner aussi de l'information et qui vont prolonger son expérience de recherche. Le point d'attention, on aime bien faire des points d'attention pour partager un peu nos difficultés. On a vécu pas mal de difficultés en fait il y a quelques années quand le SEO est devenu, quand ils ont bien modifié leur algorithme, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le trafic sur les sites web qu'on créait, on n'arrivait pas à le faire décoller. Parce qu'au début, nous, on était très UX. On n'était pas trop SEO, ça nous intéressait un peu moins. Et finalement, on s'est mis dans le SEO. Et on s'est mis dans le SEO en se disant, le SEO, il va passer après l'UX. On va créer les sites. Et puis après, il y a un consultant SEO qui se mettra dessus. Et finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le consultant SEO, il était en exécution d'une vision UX qui validait pas forcément lui ses hypothèses. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait travailler ensemble, finalement, sur la création des pages. Et aujourd'hui, dans notre méthodo, on a un atelier contenu au démarrage des projets, un atelier parcours, et ensuite, les consultants SEO et UX travaillent ensemble pour modéliser les pages. Et finalement, c'est du consensus, parce qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. L'expérience, elle doit être optimale pour l'utilisateur. Donc, on va systématiquement challenger la vision de l'UX par le SEO et réciproquement. On tient le timing. On tient le timing. Ah, c'est bien ça. Et donc, merveilleux. Merveilleux. Donc, on remonte sur la petite intro sur la modélisation du parcours client et du business. Finalement, on a vu qu'il y avait un élément qui est crucial, qui est le cerveau un peu de ces opérations, qui reste le CRM. Et là, je passe la parole à Coban pour pouvoir nous enchaîner sur la suite de la présentation. Merci à toi. Alors, si Naomi, tu peux revenir sur la slide d'avant. En fait, j'avais une petite avant de rentrer dans la gestion des leads. Et je vais rebondir sur la remarque de Jessica sur le fait de savoir si ça s'adapte en B2C, en B2B. Alors, la manière dont on s'est connu avec Limpide au départ, c'est simplement qu'on recherchait une agence justement pour refaire notre site et
on les a retenus pour bosser ensemble. Donc, au départ, c'était vraiment une relation pour notre usage. Et bien évidemment, ça s'adapte complètement dans une stratégie B2B, puisque finalement, la navigation sur le site, l'objectif du SXO, c'est d'amener des personnes sur le site pour générer du trafic et de la visibilité. Et derrière, faciliter la captation de lead. Donc, le fait que les personnes, de manière assez simple, vont trouver l'information dont ils ont besoin et puissent remplir, parce que voilà, c'est un petit peu l'objectif aussi des sites web, remplir des formulaires pour faire une prise de demande, pour télécharger du contenu qui les intéresse et ainsi de suite. Donc voilà, là-dessus, vraiment, ça s'adapte complètement sur le B2B et j'ai envie de dire, c'est aussi important en B2B qu'en B2C. Et donc, dans cette stratégie-là, justement, donc, il y a la première étape qui est de générer du trafic. Et ensuite, derrière, dans les différentes étapes, il y a avoir ce qu'on appelle capter les leads. Donc, capter les leads, classiquement sur un site, c'est de pouvoir collecter les coordonnées d'une personne pour pouvoir le recontacter derrière. Alors, classiquement, avant de voir comment on peut traiter les leads, classiquement, l'outil et les personnes qui vont traiter les leads entrants, alors selon la structuration des entreprises, mais c'est souvent une équipe commerciale qui va être derrière. Et l'équipe commerciale, aujourd'hui, ces outils, c'est le CRM. Enfin, clairement, voilà. Alors, soit vos commerciaux n'ont pas de CRM en interne, ils travaillent avec fichiers Excel, agenda et tout ça. Why not, hein, mais il y en a encore beaucoup. Mais c'est vrai que l'outil des commerciaux, c'est le CRM. Et nous, chez Coban, on croit très fort à la synergie entre les équipes marketing et commerciales. C'est pour ça que dans le CRM Coban, en tout cas, et on n'est pas les seuls à le faire, mais on considère que c'est une bonne pratique maintenant, c'est que la collecte des informations va commencer même avant le fait que la personne remplisse un formulaire. Donc nous, dans Coban, on va mettre un tracker aussi au niveau du site pour pouvoir suivre le comportement des personnes qui viennent sur votre site et collecter de l'information pour que, au moment où la personne va remplir le formulaire, on ait déjà collecté de la donnée, on la connaisse un peu mieux, et au moment où la personne va pouvoir traiter le lead, on va avoir de l'information pertinente pour connaître ses centres d'intérêt, orienter le discours commercial et être plus pertinent que ses concurrents pour pouvoir générer le lead et passer les étapes d'après. Juste pour petit aparté, le tracking, c'est conforme RGPD, pas de souci. Donc, toute cette partie-là, l'objectif, voilà, c'est d'arriver à récupérer des leads et de traiter ces leads. Et là, je vais passer la main à Léa, qui est la spécialiste chez Coban sur le traitement des leads. Merci Fabien pour cette transition. Alors, juste avant de commencer, là, au-delà d'un outil, on va vraiment vous parler d'un processus à mettre en place dès lors qu'on parle d'acquisition et de traitement de leads. Mais évidemment, tout ce qu'on va vous dire, c'est transposable dans notre outil Coban. Alors, généralement, dès qu'un internaute remplit un formulaire sur votre site internet, ça va venir créer une fiche automatiquement dans votre CRM avec toutes les informations que le lead a bien voulu vous donner, hein. Donc son nom, son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone, etc. Et ça va, par la même occasion, créer une alerte à la personne qui doit s'occuper de traiter ce lead-là. Donc, en fonction de vos processus en interne, la personne, ça peut être soit une personne qui est désignée, qui s'occupe du traitement des leads, soit on peut mettre en place ce qu'on appelle des règles d'affectation, c'est-à-dire qu'en fonction de certains critères, le lead sera affecté plus ou moins à tel ou tel commercial. Alors, quand on parle d'acquisition de leads, forcément, on s'attend à avoir un certain volume et on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les leads de la même façon et qu'ils n'auront pas tous le même niveau de maturité. C'est pour ça que dans un process standard, on va dire, on va catégoriser les leads en deux catégories. Donc, premièrement, vous allez avoir les leads tièdes. Donc, les leads tièdes, ça va vraiment être des leads qui ont rempli un formulaire, mais peu engageant en fait sur votre site. Je vais prendre un exemple. C'est un lead qui remplit un formulaire d'inscription à la newsletter ou de téléchargement de livre blanc. C'est pas pour ça que directement le commercial il va l'appeler en disant bonjour, c'est nous, est-ce que vous voulez faire du business avec moi? Donc c'est encore beaucoup trop tôt dans le cycle et dans ce cas-là, les leads tièdes en fait ils vont être directement transmis aux équipes marketing qui vont mettre en place des campagnes spécifiques pour faire mûrir le projet du lead.
De l'autre côté, on va avoir les leads chauds. Donc là, c'est vraiment les leads qui ont rempli un formulaire très engageant sur votre site. Je pense notamment à téléchargement d'une plaquette commerciale, demande de contact, demande de rendez-vous, etc. Et ces leads-là, pour le coup, ils vont être directement transmis aux équipes commerciales pour qu'elles puissent rentrer en contact avec lui et définir si votre entreprise peut répondre aux besoins. Donc cette distinction, elle est vraiment très importante parce qu'elle permet d'envoyer uniquement des leads qualifiés aux commerciaux et qui puissent se concentrer sur les leads qui ont le plus de chances de convertir. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu plus en détail comment traiter les deux catégories de leads pour les amener à convertir, puisque notre objectif, il est bel et bien là. Donc premièrement, au niveau des leads tièdes, comment est-ce que vous pouvez les traiter via votre outil? Donc là, votre objectif, ça va vraiment être de les faire devenir des leads chauds. Donc là, la mission, ça va être de garder un contact constant avec ces leads sans rentrer dans une démarche trop commerciale ou trop intrusive, parce qu'il n'est pas encore assez mature, en lançant des campagnes spécifiques, ce qui va faire en sorte que le lead vous allez rester dans la tête du lead et il va revenir vers vous naturellement dès lors qu'il aura un projet. Donc pour ça, les équipes marketing, elles peuvent mettre en place des campagnes marketing manuelles, c'est-à-dire tout ce qu'on entend, campagne emailing, newsletter, campagne SMS, etc. Ou des campagnes un petit peu plus automatisées avec notamment des scénarios de marketing automatisés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les scénarios, c'est tout simplement une suite d'emails qui vont s'envoyer automatiquement en fonction du comportement du destinataire. Donc je le rappelle juste, les leads tièdes, le plus important, c'est surtout de ne pas les laisser de côté. Vous avez mis en place toute une stratégie SXO pour faire revenir des leads sur votre site. C'est pas pour en laisser certains de côté. Par contre, vous pouvez pas encore à ce stade-là leur offrir un traitement manuel, un traitement one-to-one, parce qu'ils sont pas encore assez mûrs. Et surtout, ce serait pas très rentable pour vous au niveau du volume. Je vois la remarque de Fabien. Effectivement, il y a une façon de le faire. Là-dessus, on pourra en discuter. Et clairement, quand c'est visible et qu'on voit que c'est de l'automatique, ouais, c'est contre-productif. Par contre, moi, à l'inverse, par contre, pour prendre juste un exemple, il m'est arrivé d'avoir des mails de personnes qui me répondent. Je les connaissais pas parce qu'en fait, c'était de l'automatisme et ça passait bien. Mais voilà, c'est pas faire de… Surtout dans le recrutement. Après, peut-être qu'effectivement, il y a certains métiers qui s'y prêtent moins bien. Et du coup, pour continuer sur ces campagnes automatiques, ici, on a juste mis un exemple de scénario automatisé pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et pour que ce soit plus parlant pour vous, je vais prendre un exemple très concret de chez nous, de Coban. Donc nous, on a sur notre site des téléchargements de livres blancs. Et par exemple, dès qu'un internaute télécharge le livre blanc sur le marketing, en fait, ça va venir activer un scénario automatiquement qui va lui envoyer du contenu régulièrement sur les actions marketing qu'il peut mettre en place, sur comment améliorer sa stratégie. Mais on va absolument pas parler de Coban et de dire est-ce que vous voulez acheter Coban, regardez ce que nous on peut faire, on est les meilleurs. On est vraiment dans une démarche beaucoup plus instructive et ce qui permet en fait tout simplement, nous, notre travail après, c'est de construire ce scénario et d'attendre que le lead fasse un deuxième pas vers nous pour pouvoir le contacter derrière. Donc, on peut passer à la slide suivante. OK. Du coup, maintenant, au niveau des leads chauds, donc au premier abord, c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Donc, je le rappelle, il y a deux façons de devenir un lead chaud. C'est soit un lead tiède, du coup, qui a fait de nouvelles actions grâce à vos différentes campagnes marketing, soit c'est un lead qui, dès sa première action sur votre site, a fait une action assez engageante pour être considéré comme chaud. Donc là, les leads chauds vont être directement transmis aux équipes commerciales et leur objectif, ça va être de rentrer en contact avec eux rapidement pour définir si l'entreprise peut répondre aux besoins du lead. Donc, encore une fois, pour illustrer tout ça, je vais parler d'un exemple très opérationnel parce que c'est un exemple de processus qu'on met en place chez Coban quand on a une demande de démonstration depuis notre site. Donc, on a la demande qui arrive sur notre site internet, ça va créer la fiche dans l'outil et ça va venir mettre une action et une alerte à la personne dédiée. Donc, en l'occurrence, chez Coban, c'est soit moi-même, soit Enguerrand, mais en fonction de vos processus, ça peut être soit l'équipe commerciale, soit l'équipe marketing, ou soit des profils un petit peu hybrides comme chez nous. Donc, moi, je reçois une action dans mon agenda et une alerte par mail. Normalement, avec ça, je peux être très réactive et je ne peux pas passer à côté du lead. Donc, quand ça arrive, je vais passer à la phase de qualification, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de rentrer en contact avec le lead. Donc, cette phase, elle peut être
plus ou moins longues, parce que oui, il arrive qu'on n'arrive pas à joindre le lead dès le premier jour ou dès notre premier appel. Donc, il y aura des relances à faire, des mails à envoyer, mais tout ça, c'est avec une utilisation plutôt classique d'un outil CRM. Et lors de la phase de qualification, si en fait, je vais essayer de faire parler le lead de son projet et de définir si Koban peut y répondre. Si ce n'est pas le cas, je vais refuser la piste, c'est-à-dire qu'en fait, au moment donné, le projet n'est pas intéressant pour moi et moi, je ne suis pas intéressant pour le lead. D'accord. Donc, tout simplement, je vais la refuser et je vais renseigner une raison de refus, ce qui va me permettre de non seulement d'avoir des statistiques derrière pour savoir combien de leads j'ai refusé et pourquoi, et surtout, ça va me permettre encore une fois de lancer des campagnes automatisées. Par exemple, moi, il m'arrive de refuser des leads parce que le projet en fait CRM n'est plus d'actualité, ils ont d'autres priorités et pour le moment, c'est plus un sujet qui est sur la table. Donc, je vais refuser la piste avec cette raison de refus et pareil, automatiquement, ça va m'activer un scénario qui va envoyer un mail à M+6, M+9 en disant oui, bonjour, c'est Koban, on s'était eu en ligne il y a quelques temps, je sais que le projet n'était pas d'actualité, est-ce que vous avez pu retravailler en interne, etc. Donc, ça me permet de rester en contact avec le lead, mais de l'autre côté, de ne pas devoir faire un traitement manuel qui serait assez lourd au vu du volume qu'il peut y avoir. Au contraire, si lors de la qualification, je vois qu'il y a un véritable projet, là, je vais passer à la phase de démonstration. Donc, c'est-à-dire que je vais placer une démo dans l'agenda d'un commercial. En l'occurrence, c'est souvent Fabien pour moi. Et c'est seulement après la phase de démonstration qu'on va décider de transformer le lead ou non. Donc en fait, quand on transforme le lead en prospect, ça veut vraiment dire qu'il va sortir un peu de ce module acquisition, ce module marketing, et qu'il va vraiment rentrer dans le module vente où les commerciaux vont pouvoir faire leur devis, suivre les étapes de vente et suivre le processus plutôt classique. Mais là, je laisserai Fabien après en parler parce qu'il est le mieux placé pour vous parler de ça. Donc, si je dois juste refaire un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc vous avez attiré des visiteurs sur votre site grâce au SXO et vous les avez amenés à remplir un formulaire. Vous avez récupéré le lead dans votre CRM. Le CRM a fait automatiquement à catégoriser le lead soit en lead tiède, soit en lead chaud. Si c'est lead tiède, c'est le service marketing qui s'en occupe. Si c'est lead chaud, on passe directement au commercial et c'est là qu'on va pouvoir rentrer dans la phase de vente. Et là, Fabien, je te laisserai continuer là-dessus. Merci. Donc effectivement, dans la logique, alors ça, vous devez connaître aujourd'hui, vous avez des process en place par rapport à ça, mais effectivement, les demandes sont traitées, alors selon vos process, nous on a notre process interne comme l'a expliqué Léa, mais derrière, on va rentrer dans la partie purement relation commerciale avec vos prospects et où on va, alors dans l'outil CRM, pour ceux qui le connaissent, on va retrouver tous les classiques, donc aider le commercial dans son activité quotidienne, à suivre ses relances, ses devis, ses prospects, sa relation commerciale, avoir tout l'historique. Avoir également des feedbacks sur les actions marketing qui pourraient être mises en place, c'est-à-dire qu'on va retrouver une vision vraiment 360 sur la fiche du prospect, des contacts à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment le job du CRM. Donc là, vu que la discussion aujourd'hui, le sujet, c'est de voir comment le digital nous permet de générer plus de leads et de convertir en client notamment. On ne va pas rentrer dans le détail de comment est-ce que je convertis un prospect en client. Ça, ce serait un sujet à part entière. Mais l'outil digital pour les commerciaux, pour l'équipe commerciale, c'est vraiment le CRM. Et dans Koban, on va retrouver tous les classiques. Et comme je vous le disais au départ, on est vraiment dans une vision unifiée entre les équipes marketing et les équipes commerciales. Ça veut dire qu'on va retrouver toutes les infos du lead et qui auront été traitées en amont. Et après, Noémie, si tu veux bien passer sur la slide suivante. Voilà. On va aussi avoir la vue très classique de pipeline donc commercial. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pipeline, c'est vraiment les étapes de vente que j'ai mis dans mon process commercial pour suivre des projets. Donc là, dans ma petite slide, j'ai un pipeline avec assez classique, 5 étapes d'avancement d'un projet. Et souvent, cette vue-là, alors les commerciaux la connaissent bien, c'est vraiment leur cœur de sujet, mais elle est sous-exploitée par l'équipe marketing, alors qu'il y a plein de choses qui pourraient être super pertinentes à mettre en place. Alors bien évidemment, c'est à travailler avec les deux équipes, parce que si je reviens sur la notion qui a été évoquée par Fabien de l'automatisation, ça passe mal des fois.
là, il faut être intelligent. Et si je prends l'étape, par exemple, qui est intermédiaire là au milieu, qui est le premier tour de table, ça veut dire qu'une opportunité commerciale est passée. Donc, vous avez évolué avec votre prospect et vous êtes dans le premier tour de table. OK, vous échangez avec votre prospect. Et à ce moment-là, on peut tout à fait mettre en place des scénarios automatisés qui vont se déclencher automatiquement, donc dès qu'une opportunité commerciale va passer à ce stade-là, où il va avoir des messages où le marketing va venir en appui de la démarche commerciale finalement pour envoyer des messages, alors qui seront contextualisés à chaque fois, c'est-à-dire en fonction du type de projet, en fonction de l'interlocuteur, de ses centres d'intérêt, les problématiques auxquelles il est confronté. On va se servir de ça pour que, de manière innocente, le marketing envoie des messages de réassurance ou des différenciants de votre offre par rapport aux concurrents. Donc ça, vraiment, prenez votre CRM comme appui sur les actions de vos deux équipes pour être le plus efficace possible, parce que voilà, vous avez un contexte commercial très concurrentiel, j'imagine, et donc il faut vraiment saisir toutes les opportunités pour se démarquer des concurrents, à la fois dans la relation commerciale, dans votre offre et ainsi de suite. Fabien, je t'interromps une petite minute. On a une question de la part de Manon. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes process sur du e-commerce? Bien sûr. Ouais. Alors par rapport à ça, effectivement, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, hein, qui est Coban. On a on peut se coupler avec les e-commerce et de manière à ce que les paniers e-commerce, alors B2C, B2B, hein, ça marche dans les deux cas, arrivent dans Coban et qu'on les traite selon s'ils ont été abandonnés ou pas, le type de produit qui est à l'intérieur du panier pour pouvoir mettre en place de la relance derrière. Vraiment, l'objectif, c'est d'optimiser au maximum son process. Et je vais en permettre aussi, j'avais pas prévu forcément d'en parler, mais je vais faire une petite aparté par rapport à ça. Il arrive aussi dans certains secteurs d'activité où finalement la vue pipeline elle est assez lourde à gérer pour les commerciaux parce qu'il y a un gros volume d'activité. Alors déjà les pipelines, on va pouvoir en créer plusieurs pour scinder les types de projets. Et on rencontre beaucoup de nos clients qui en fait ont un problème, c'est que les équipes commerciales n'ont pas le temps de relancer tous les devis matériels en fait. C'est juste humainement, ils ne peuvent pas relancer. Ben là, à ce moment-là, on va pouvoir exploiter l'outil marketing pour faire ce qu'on appelle du sales automation. Et là, Fabien, ce que vous disiez tout à l'heure, on rentre purement dans l'automatisme, mais c'est de se dire pour les catégories de devis à faible valeur ajoutée, finalement, où le commercial ne relancera de toute manière jamais, c'est de mettre en place des relances automatiques où Coban, là pour le coup, va prendre l'identité du commercial qui est affecté à ce projet-là et envoyer le mail comme si c'était le commercial qui envoyait depuis Outlook ou Gmail en disant bonjour monsieur X, voilà, ou madame Y, je reviens vers vous par rapport à ce projet-là, où est-ce que vous en êtes et tout ça, avec 2-3 séquences de mails, ce que ferait naturellement le commercial s'il avait le temps de le faire, mais là, c'est automatisé. Ensuite, alors voilà, l'objectif, c'est de les passer en client. Et Naomi, on peut passer sur la slide suivante, qui est que, une fois que vos clients ont été acquis, l'objectif pour vous, ça va être de fidéliser, éventuellement de générer de la vente additionnelle si votre business model se permet. Et donc là, on va réutiliser les mêmes mécaniques, mais on va plus être dans de l'acquisition, mais dans de la fidélisation. Donc on va réexploiter des scénarios où avec des automatismes, voilà, quand un prospect passe client, par exemple, je le mets dans un scénario de fidélisation où on va prendre de ses nouvelles au bout d'un mois. 3 mois après, on va faire une relance simulée de la part du commercial qui s'en occupe. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut imaginer et qui vous permettent finalement de gagner du temps, d'améliorer votre relation commerciale. Et en fait, c'est gagnant-gagnant dans tous les cas. On nous a mis sur la slide suivante quelques exemples de campagnes. Donc, c'est des choses assez classiques. Et ce qu'il faut voir, c'est que, alors, soit votre CRM a exclusivement des données qui vont être commerciales et marketing, donc de la relation client stricto sensus, et à ce moment-là, vous allez vous appuyer sur ces points-là. Nous, dans Coban, on est un peu plus large que ça. On va pouvoir récupérer des éléments de facturation, de service client, et donc de mettre en place des scénarios sur d'autres éléments de la vie de la relation client pour pouvoir, le cas assez classique, en tout cas que nos clients mettent souvent en place, c'est de relancer des clients qui ont commandé depuis un certain temps telle catégorie de produits pour refaire une petite relance par rapport à ça. Ça va faire partir une relance de type emailing
Et après, on va pouvoir transmettre aux commerciaux uniquement les personnes qui ont cliqué sur l'emailing pour avoir les informations. Alors, je le précise, nous, dans Coban, l'emailing est intégré. Hein, le moteur est directement dans la base, ce qui permet, vous, d'avoir une base de données qui est unifiée, toujours à jour, et qui va vous permettre vraiment d'exploiter à la fois les données de relations clients, marketing, facturation et tout ça. Et le dernier point, voilà, on a beaucoup d'actions par rapport à ça, et on va pouvoir analyser toutes ces données. Donc, aussi bien de l'analyse, alors, ouais, c'est la slide suivante, voilà, qui arrive. Cette analyse, on va pouvoir l'exploiter et ça va vous permettre, vous, derrière, d'avoir des données aussi bien sur la stratégie SXO, ce que vous avez mis en place, puisqu'on va suivre les leads d'acquisition, comment est-ce qu'ils sont arrivés, est-ce que c'était du référencement naturel, est-ce que c'était telle landing page et ainsi de suite. Donc ça va être des indicateurs plutôt qui vont être utiles chez nous à Léa, notamment pour l'exploitation de la stratégie marketing. Mais vu qu'on va jusqu'à la transformation de lead en client, la facturation éventuellement, vous allez pouvoir pousser l'analyse sur des choses un peu plus pertinentes, par exemple de savoir quels sont les canaux d'acquisition qui vous génèrent le plus de chiffre d'affaires et donc de pouvoir orienter votre stratégie commerciale marketing en fonction de ces données-là et vraiment basé sur des données tangibles, pas le doigt mouillé et simplement des impressions. Et en termes de timing, on est pas mal. Et on avait une petite dernière slide. Ah oui, voilà, c'était des exemples de tableaux d'analyse, mais ça, on peut la passer maintenant. On avait un petit résumé sur des choses pertinentes et donc à ne pas oublier. Et là-dessus, Christophe ou Cyril, sur les premiers points, c'est pour vous. Ouais, merci Fabien. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, la synergie entre le design et le contenu. Pensez pas que des as de l'UX vont résoudre tous vos problèmes. Concrètement, faites-les travailler avec des gens qui sont bons sur le contenu. La visibilité sur Google, ça bouge très vite. Donc voilà, on l'a vu tout à l'heure avec Cyril, hein, l'expérience mobile, elle est importante, la localisation, elle est importante. Demain, il va y avoir encore d'autres interfaces de recherche avec la recherche vocale. Enfin, soyez à jour sur les tendances de recherche et sur les modalités de recherche et associer ça à un design qui soit performant mais qui vous ressemble aussi. On peut pas tous faire du full performance à la Amazon en se disant ouais c'est bon, on a un catalogue, on a une grille et c'est bon, on veut juste faire un panier. Faut aller un peu plus loin que ça et aller écouter vos utilisateurs pour savoir ce qu'ils recherchent. Le vendre à tout le monde sur un site, ça n'existe pas. Ou sinon ça se fait mal, ou sinon il faut être en mastodonte. Donc voilà, essayez de vous identifier là où vous avez votre place et puis créer un parcours qui vous ressemble, qui convienne à vos utilisateurs et vous apporter une valeur ajoutée. Et si je peux compléter sur ce point-là, Christophe, nous, on voit beaucoup le cas en ce moment de gens qui viennent nous voir en disant j'ai une baisse de performance, il faut améliorer l'UX ou le SEO, selon les objectifs. Et les prospects ou les clients veulent refondre complètement leur site. Et dans cette logique-là, il ne faut pas forcément rentrer dans le gros chantier parce que ça, forcément, c'est des budgets, c'est du temps. Mais on peut travailler en quick wins, c'est-à-dire de faire de l'audit, de l'analyse, comme on le disait tout à l'heure, et faire des petites améliorations à la marge pour améliorer tranquillement le design et le contenu de votre site Internet. Les choses se font par petites touches, exactement. Les projets de refonte où on revoit tout sa stratégie, généralement, ça met un peu de temps. En revanche, faire des audits ciblés sur les fameux irritants, les pain points que rencontrent vos internautes, c'est extrêmement important. Et c'est là où la valeur ajoutée des commerciaux, pour vous expliquer ce que les prospects qu'ils ont en face d'eux leur remontent comme objection, c'est crucial. Se fixer des objectifs clairs et stables, et ça je pense que c'est autant CRM que site web. Créer un site pour dire je veux capter du lead, concrètement c'est pas très crédible. Mettez-vous des chiffres, parce que les chiffres ça va vous permettre de vous donner de la motivation aussi et de voir si vous êtes sur la bonne voie. On va pas capter 100 leads par jour dès le début, ou sinon c'est que vous êtes très fort, vous êtes sur un marché émergent. Donc mettez-vous des objectifs en termes de visibilité, de trafic, et ensuite de captation. Et le métrique final, c'est la vente. Donc celui-là, il ne faut pas le perdre de vue. Et le dernier point aussi à ne pas oublier, alors, on a insisté dessus par rapport à ça, c'est vraiment d'associer vos équipes marketing
e-commerce, puisque l'objectif du SXO, c'est de créer un utilisateur plutôt digital qui soit fluide. Mais si votre client arrive sur votre site, a une super expérience de navigation, il retrouve les contenus qui sont pertinents, mais que dès qu'il passe sur la partie commerce, il y a un changement, il y a une différence, ça va casser toute cette étape-là. Et là, vraiment, vous avez tout à gagner à associer vos équipes marketing et commerce. Alors, aussi bien le commerce va pouvoir donner des informations au marketing sur les attentes des clients, les retours marchés, des choses qui sont importantes pour alimenter le contenu et savoir ce que recherchent éventuellement vos clients, vos visiteurs sur le site. Mais également, le marketing va pouvoir donner la ligne, entre guillemets, de communication, les grandes étapes, les messages qu'on veut faire passer aux commerciaux pour que tout ça soit aligné et que ce soit le plus fluide et homogène finalement pour vos clients et qu'à aucun moment dans le cycle de vente, puisque nous, le cycle de vente, il part depuis la captation de lead jusqu'à vraiment la signature, tout soit clair, simple et que l'offre soit facilement compréhensible pour vos clients, votre message, votre valeur ajoutée, et ainsi de suite. Une expérience utilisateur cohérente du début à la fin. Exactement. Merci. Merci à vous. On arrive à la fin du talk. On va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions ou en tout cas rebondir sur vos remarques. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est l'occasion. On a des intervenants qui sont là pour ça. Oui, mais j'ai vu une remarque dans le chat de Fabien qui disait que les sessions automatisées, ça le faisait fuir. Et ben, en fait, j'avais envie de réagir sur le moment, mais c'est que vous étiez en train de parler, donc j'ai pas voulu couper. Mais en fait, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ça veut dire que si vous fuyez, vous n'êtes pas qualifié. Et les sessions automatisées, elles sont là pour nous amener devant nous des gens qui sont prêts à acheter. Et en fait, la vente, c'est souvent vu comme un jeu du chat et de la souris, quoi. On a souvent tendance à penser que les commerciaux, c'est les méchants qui viennent pour vous convaincre d'acheter quelque chose, pour créer le besoin. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tout le monde a des besoins à certains moments. Ça veut dire qu'il y a un moment où vous allez peut-être être sensible à une session automatisée, mais parfois pas du tout. Donc si vous l'êtes pas, vous répondez pas favorablement, et vous ne contactez pas. En revanche, à ce moment-là, on vous contacte, et là, ça devient intéressant. C'est ça, et c'est alors je pense que la réponse, la remarque de Fabien était de dire il y a certains messages automatisés qui sont insupportables parce qu'on sent que c'est automatisé, on sent qu'il y a zéro personnalisation et même le pire, je pense que vous l'avez tous reçu, c'est le bonjour entre crochets name, gender name, voilà. Et là, c'est juste pas possible effectivement, donc il faut que ce soit fait intelligemment et même si c'est des messages commerciaux. Et là-dessus, c'est vraiment le cœur des fois de l'automatisme. Ça doit être travaillé avec les équipes marketing pour que ce soit bien exploité dans l'outil, qu'il y ait des tests en avant. Voilà, c'est tout ça qu'il faut valider et pas partir bille en tête et faire un labourin parce que là, effectivement, ça va être compliqué. Ça, c'est clair. Je me permets également de rebondir parce que j'ai vu qu'il y avait une question de Cyril auquel on n'a pas répondu, qui demandait sur l'acquisition si c'était uniquement via les formulaires de contact que c'était possible. Et du coup, pour répondre, non, ce n'est pas que les formulaires de contact. Et au contraire, aujourd'hui, le formulaire de contact n'est plus suffisant pour mettre en place une stratégie d'acquisition de leads. Parce que les leads qui remplissent le formulaire de contact, c'est des leads qui sont déjà très matures, ils ont déjà un projet, ils savent que votre entreprise peut y répondre. Et nous, ce qu'on cherche à faire avec l'acquisition de leads, c'est un petit peu élargir et avoir un petit peu plus de volume. Donc aujourd'hui, non, il ne faut pas uniquement mettre un formulaire de contact. Ça peut être des formulaires de téléchargement de livres blancs, des formulaires de téléchargement de plaquettes commerciales, de case studies, d'inscription à la newsletter, etc. pour essayer de capter des leads justement qui ont différents niveaux de maturité et après pouvoir les travailler grâce aux informations qu'ils vous ont données. Voilà. Il y a le chatbot aussi qui était très tendance à un certain moment. On voit qu'il s'est un peu essoufflé, peut-être par manque de moyens derrière, parce que c'est difficile de faire vivre un chatbot efficacement, mais c'est vrai que c'était un des points qui était magique il y a quelques temps. Mettez tous des chatbots, vous verrez, vous aurez plein de leads. Bon, c'est un côté déceptif quand le chatbot il répond à côté de la plaque ou quand il est pas bien configuré, mais effectivement, il y a plein de leviers pour aller capter. Le formulaire, c'en est un, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être le
le plus répandu, en tout cas. C'est ça. Alors, je crois qu'on je me permets juste, je vois que Cyril a répondu, oui, on peut utiliser Koban pour capter les leads via le téléchargement de brochures. Tout ce qu'on vous a présenté, là, de toute façon, le process, c'est forcément transposable via Koban, et parce que nous, on l'a pas précisé, mais en interne, on utilise forcément Koban pour mettre tout ça en place. Donc, tout ce qui est en fait formulaire, vous allez pouvoir capter tous les leads qui remplissent le formulaire dans Koban, que ce soit pour téléchargement de brochures, formulaire de contact, peu importe. Est-ce qu'on a encore d'autres questions ou des remarques? On a l'air d'avoir été pertinent, parce qu'il n'y a pas trop de questions pour le moment. Manon. Manon est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'elle écrit? Voilà. La pression. Ouais. Non, juste pour préciser par rapport à ce que disait Léa, c'est qu'effectivement, on va avoir plusieurs points d'engagement sur le site, c'est-à-dire qui vont correspondre à différents niveaux de maturité. Et justement, en fonction de ces niveaux de maturité, on va mettre des scénarios qui vont avoir des messages différents, on va les traiter les leads de manière différente. Et l'objectif, c'est vraiment de faire du personnalisé, oui, au maximum, mais à travers des scénarios qui sont, eux, automatisés, mais ça veut dire qu'on a travaillé une fois le scénario et après, il va se jouer tout seul. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gagner du temps par rapport à ça et d'avoir le meilleur message possible en fonction du niveau de maturité. Ouais, et ça me donne envie de juste rajouter une petite chose sur les formulaires. Nous, on travaille souvent sur des parcours où le formulaire, c'est pas forcément la finalité du parcours. On va avoir des parcours, on va pousser des formulaires en fonction des temps de lecture sur différents types de pages. Et on se rend compte aussi que là-dessus, on peut avoir un niveau de performance assez bon. Dès qu'on commence à avoir des contenus plutôt fournis, finalement, pousser un formulaire en milieu de parcours, ça peut être aussi performant que d'avoir un formulaire en fin de parcours. Donc, il y a des moments où il faut tester des choses. Nous, on est très A/B testing. Concrètement, on n'a pas de recette. En UX, les parcours concrets, on prend des hypothèses, on les met en ligne et après, c'est de la mesure régulièrement pour pouvoir voir si on est toujours performant, si les usages n'ont pas évolué, si les tendances de recherche n'ont pas évolué aussi pour les mots-clés. Et ça, en fait, c'est mensuel. C'est mensuel de pouvoir faire un audit flash. Donc, on ne le fait pas sur l'ensemble du site. On le fait généralement là où on voit une baisse, comme le disait Cyril, petite baisse de taux de conversion, taux de transfo. Hop, on va aller regarder et là, on va tester des nouvelles choses. Donc, on essaye de ne pas être intrusif parce que je rejoins tout à fait ce que dit Fabien dans le chat. Il y a un moment, ça commence à être aussi… ça peut être insupportable d'être tout le temps sursollicité, de fermer les pop-ins, des choses comme ça. Mais on essaye de le faire au bon moment pour capter et pour que finalement ce soit fluide. Et pour la réponse de Fabien, oh oui. Les perfs techniques du site, elles sont cruciales. Aujourd'hui, concrètement, il y avait une stat qui disait, je crois, plus de 70% des internautes passé 2 secondes de téléchargement, ils bougent du site. Bon, c'est pas valable pour le téléphone, parce que tout le monde n'a pas forcément la 5G là où il habite. Mais sur le desktop, c'est clair, performance, faut être au top. Et c'est ce qui fait, et là, c'est ceux qui aiment ça, toutes les technos, les nouvelles technos qu'on va retrouver en front, donc sur toute la partie visuelle des sites, donc tout ce qui est Vue.js, React, Angular, ça reste des technos qui sont là pour aller beaucoup plus vite. Et donc, elles ont leur propre mode de fonctionnement pour pouvoir elles-mêmes décharger le back et vous permettre d'être encore plus performant en affichage. Donc, concrètement, je clique, je veux un affichage. Et plus rapidement c'est affiché, plus rapidement je continue mon parcours. Donc oui, soyez attentifs à la tech. Exactement. Bien, je pense que nous allons pouvoir clore cet événement. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Encore un grand merci à Fabien et Léa pour leur participation et leur dispo. Et merci également à tout le monde. Merci à tous, ouais. Tout le monde nous a écouté jusqu'au bout, c'est parfait. Ça marche. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.